à toutes et à tous. Donc Fabrice Vienne, donc agent de recherche au département COSIS. Donc je passe après mon responsable. Je vais essayer de faire aussi bien. Ça va être difficile. Petit message. Donc là, je vais vous parler maintenant de l'aide aux collectivités. Alors il n'y aura pas d'équation, il n'y aura pas de formule, il n'y aura pas de graphe. On va aborder ce sujet-là du jumeau numérique urbain d'un aspect plutôt usager. Donc plutôt au niveau des collectivités, justement. Alors je me suis basé, comme sur l'introduction, pour une définition, comme dans à peu près toutes les autres présentations, sur un document produit par la Banque des Territoires il y a maintenant presque 2 ans, sur du nom de Miroir Miroir, le jumeau numérique du territoire, qui avait pour but de présenter les avantages et aussi les difficultés parfois de mise en place d'un jumeau numérique au niveau d'une collectivité. Alors collectivité, c'est un sens large, c'est-à-dire que ça peut être d'une grande mégalopole, comme la région, enfin comme Paris et sa région, mais aussi à des petites métropoles de quelques milliers d'habitants qui néanmoins ont peut-être aussi des volontés et des velléités aussi d'avoir leur jumeau numérique. Et donc ma présentation se fera donc en 2 parties. Le concept un peu général pour l'aide aux collectivités, et après on prendra un cas plus spécifique, justement d'une petite collectivité pour voir la difficulté de mise en place de ce genre de système. Donc au niveau du jumeau numérique de la ville, donc provenant donc de ce document, donc la définition est la suivante. Bon, ça je pense que vous avez bien compris. Donc le jumeau numérique donc, est la réplique virtuelle d'un territoire réel tel qu'il fonctionne. C'est aussi le socle de modèles de simulation, parce que bien évidemment pour pouvoir réaliser un jumeau numérique, il faut avoir des modèles, des composantes du système qu'on veut visualiser. Un jumeau numérique, donc, c'est un outil d'aide à la décision pour toutes les étapes du cycle de vie, et c'est l'intérêt pour les collectivités. Le jumeau numérique offre une plateforme collaborative permettant d'interconnecter les parties prenantes. C'est une notion importante dans un microcosme en fait, d'une collectivité. Il faut que le système ne soit pas uniquement pour le maire ou son premier adjoint, mais aussi à direction des usagers, donc des citoyens, mais aussi des entreprises qui travaillent et qui interagissent, qui sont peut-être prestataires et qui fournissent des données pour ces différents jumeaux numériques. Donc ça doit être un lieu de convergence de l'ensemble des partenaires d'une collectivité. Ensuite, le jumeau numérique est un outil de pilotage des ouvrages en temps réel et aussi donc de sécurité, de maintenance tout au long du cycle de vie. Et enfin, le jumeau numérique propose une offre de service globale et pas trop spécifique pour justement motiver et favoriser les différents citoyens que nous sommes à vouloir l'utiliser et à pouvoir le développer. Donc, si je reprends ça assez rapidement, donc jumeau numérique, il y a une modélisation. À partir des modèles, on fait une simulation, et ce qui permet donc de mettre à jour le jumeau numérique avec les données provenant du site réel, et après d'utiliser ces mêmes modèles et ces mêmes simulations pour scénariser différentes situations, différentes problématiques de résilience du territoire à l'échelle de la ville, par exemple, dans notre cas. Donc pour arriver donc à tout cela, il faut forcément des modèles 3D. C'est la base, c'est toute la connaissance et le domaine de compétences principalement de l'IGN, et c'est aussi une problématique très difficile d'ailleurs pour les petites métropoles, les petites structures qui ont besoin de cela pour pouvoir débuter leur fonctionnalité et les services associés. Donc pour créer ces modèles 3D, il y a donc différentes sources potentielles de données. LIDAR HD étant forcément un point important et peut-être une manne pour les différentes collectivités qui n'ont pas les moyens de se fournir, de faire des prestations pour concevoir eux-mêmes ces modèles 3D. Donc ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc ces jumeaux numériques urbains permettent donc aussi d'utiliser, donc visualiser, analyser, gérer des projets de construction tout au long de la ville, justement, de la construction à l'utilisation jusqu'à la destruction. Ils peuvent donc aussi être utiles pour analyser l'impact environnemental et économique d'un projet de construction, et même aussi encore d'utilisation, et aussi de scénariser, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, et aussi de planifier les différentes problématiques, comme la partie routière et trafic, comme on a pu le signaler Pierre-Antoine tout à l'heure. Les bénéfices, donc à différents niveaux, pas uniquement techniques, sur la partie communication, bien évidemment, à la destination des habitants, des citoyens. Optimisation budgétaire, forcément, si on peut, grâce au jumeau numérique, essayer de diminuer la consommation énergétique d'une ville, forcément, ça optimise le budget de la collectivité. Sur l'administration, les gouvernances, toutes des fonctions, des services qui peuvent donc être liés assez rapidement à un jumeau numérique et qui permettent justement de faire comprendre l'intérêt par les citoyens, cette notion d'adaptabilité et d'adaptation du système
au niveau entre le citoyen et la collectivité. Donc ça, je pense que c'est un exemple de graphe ou de schéma que tout le monde connaît à peu près, hein. Donc nous, on est forcément plutôt dans la troisième colonne, hein, sur l'aspect ville, sur l'aspect donc du niveau donc statique, où on n'a qu'un environnement 3D où il y a quand même peu d'informations collectées, avec un niveau 2 où il y a des capteurs intégrés, des données provenant peut-être des citoyens, jusqu'à un niveau 3 où on peut commencer à scénariser, et forcément un niveau 4 où on peut donc interconnecter différents jumeaux numériques au niveau d'une collectivité, par exemple. Donc on retrouve donc le jumeau numérique peut se retrouver au niveau donc de ces 5 parties, donc de la conception. Donc forcément les 2 premières parties sont plutôt du BIM, voire du SIM, au niveau d'une ville ou d'un quartier. Et forcément plus on avance et plus on a vraiment les phases d'exploitation et de maintenance, là on peut vraiment recueillir des données en temps réel, enfin, à différents niveaux de temporalité, pour après pouvoir travailler, les mettre à jour et pouvoir donc appliquer les différents services associés. Jusqu'à forcément les actions de maintenance, jusqu'à la fin, et donc jusqu'à même la destruction potentiellement de bâtiments. Donc tout au long du cycle de vie d'un système, le jumeau numérique donc à sa place. Comme j'ai pu le signaler tout à l'heure, donc il y a différents donc, acteurs, hein, c'est pas juste que la mairie ou que les citoyens, il y a des services, il y a des acteurs, donc maîtres d'ouvrage, urbanistes, aménageurs, architectes, ingénieuristes, les décisions, bien évidemment la gouvernance de la collectivité, et après forcément le jumeau numérique de la ville au centre de tout cela. Donc là, je vais vous présenter quelques petits exemples assez rapidement. Bon, merci. Donc voilà, ça c'est un exemple voilà, de l'université de Chalmers-Fraunhofer. L'idée, voilà, c'est pour montrer déjà que la première étape, qu'on a pu signaler tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir vraiment une définition stricte et très précise d'un environnement 3D. Là, dans ce genre d'application, hein, un environnement 3D simpliste, avec les dimensions, permet justement de montrer par exemple l'écoulement de l'air en fait, à travers donc, un quartier. Donc là, la spécificité 3D dépend fortement en fait, de ce besoin du service associé. Donc les services, c'est pas du top-down, c'est pas du techno-push, on a une idée, tiens, on a une belle techno, on va essayer de trouver une application derrière. Il faut plutôt voir la chose de façon plutôt bottom-up. On a une problématique, on va essayer de le faire remonter, on va voir comment on peut y arriver. Et ça, c'est une notion importante, avec forcément l'humain, le citoyen au centre de tout cela. La ville de Rennes a été donc précurseur en France hein, sur cette thématique-là. Là, par exemple, c'est les 3D Experience City, hein, c'est un logiciel développé par Dassault Systèmes. Après, actuellement, sur la région Île-de-France, il y a la plateforme ISS, hein, Île-de-France Smart Service. Donc c'est une Smart Platform 2030 hein, qui a d'ailleurs un prix de comité d'engagement donc, en 2020 parce qu'elle avait modélisé donc, l'ensemble des bâtiments de la région Île-de-France. Là, vous avez une capture d'écran de notre campus et là, c'est une information spécifique au bâtiment de l'ENSG. Donc l'idée de tout cela, alors déjà, je ne sais pas d'ailleurs qui connaît l'existence de cette plateforme. Alors déjà, là, on va faire pas un main levée, mais on peut déjà imaginer, en sachant qu'il y a aussi plusieurs dizaines de services déjà associés. Donc là, vous pouvez voir un exemple tout simple. Hein, donc forcément, beaucoup sur le développement durable. Hein, c'est une volonté et aussi c'est concret. Hein, c'est la situation actuelle. Donc ça existe. Hein, on peut y avoir accès. Il y a des applications. C'est développé par Cyradiil principalement au niveau 3D. Mais voilà. Donc il y a un travail déjà qui existe et c'est donc un projet très important. Maintenant, je vais venir dans les quelques minutes qui me restent. Excusez-moi pour la rapidité de la présentation, c'est toujours ça en fin de matinée. Je vais vous parler donc de la ville de Los Angeles. Alors Los Angeles, si vous voyez déjà en haut à droite, vous pouvez déjà à peu près situer où cette ville se trouve. Ce n'est pas dans le sud, c'est déjà une première information. Los Angeles donc, est une ville au nord de Lens, à côté des terrils, en l'occurrence, enfin de certains terrils, il y en a d'autres. Hein. C'est donc anciennement les Corons du Nord. Je ne vais pas chanter là, mais on pourrait en parler. Je suis du Nord, donc j'aurais pu, mais non. Donc la ville de Los Angeles, c'est pas non plus une ville comme toute ville, c'est une ville qui est très développement durable. C'est une des premières d'ailleurs qui a initié cette problématique au niveau du territoire français et associé très fortement au niveau comme territoire d'expérimentation pour les actions avec le ministère de la Transition écologique. Et donc dans ce cadre-là, ils ont été donc, dans le cadre du projet CityFab, un projet PIA4, hein, ce projet a été remporté par l'université Gustave Eiffel dans le cadre de l'appel Excellence, avait pour but de fournir des moyens de l'université principalement pour répondre à des problématiques, à des demandes d'une collectivité.
comme petite ville d'une vingtaine de 20 000 habitants environ, au nord de Lens. Ils n'ont pas vraiment de moyens financiers pour y arriver, donc ils travaillent beaucoup justement avec le ministère pour avoir justement les moyens de pouvoir avancer et donc de faire un transfert entre le public et les collectivités. Donc les objectifs pour eux, dans ce cadre-là, étaient multiples. Principalement de connaître les besoins réels de la mobilité au sein de leur territoire pour essayer de modifier. Modifier comment? Essayer de travailler plutôt sur le dernier kilomètre pour essayer de faire... Et comme la question de tout à l'heure, d'ailleurs, justement, faire un peu évoluer le mode de fonctionnement très routier, très véhicule des habitants. Travailler aussi sur tout ce qui est la notion de renouvellement urbain, parce qu'il y a quand même des quartiers qui sont en gestation ou en reconstruction, en réaménagement, donc utiliser comme une aide à la décision. Travailler sur la charte pour le cadre de vie, donc on est vraiment là dans l'aspect bien-être, et donc ça revient à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure sur la notion de rue et de santé associée. Et enfin, travailler forcément sur la notion de trajectoire énergétique. Donc ces 4 points, forcément, importent une notion de besoin de données. Alors, les données, c'est une notion importante. C'est un critère très très fort, surtout pour des petites collectivités, parce que les prestataires ne fournissent que très peu leurs données. On n'est pas à Paris où on a beaucoup d'open data. Sur ces environs-là, l'open data, ce n'est pas vraiment, on va dire, la marque de fabrique. Il faut des fois se battre avec les prestataires pour avoir les informations. Donc, dans ce travail, nous avons donc généré avec la collectivité 4 axes. Ces 4 axes, en fait, on retrouve la majorité des personnes dans cette salle, c'est-à-dire des gens de l'Université Gustave Eiffel, de l'IGN, de l'EIVP, de l'ESSIer. Tout le monde se retrouve dans ce corpus associé à ce projet. Et on a c'est terminé. Donc, on avait donc développé 4 axes, plutôt sur la génération de données, sur la partie scénarisation urbanisme, aide à la décision, l'étude de la mobilité et la proposition du jumeau numérique comme aide à l'acceptation de ce genre de système. Donc des projets ont été déposés, bon je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, donc il y a eu différents sujets. Donc là on est actuellement dans la partie où on concrétise le choix des projets qui vont être au final financés par ce projet, mais là on a pu donc prendre en compte toute la force de notre communauté au niveau scientifique, sur tous les points un peu importants, avec une destination, une vision de l'utilisation pour des collectivités qui n'ont peut-être peu de moyens ou pas de moyens du tout pour pouvoir y accéder. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée, donc plusieurs axes ont été définis, vous verrez dans les transparents après coup. Donc il y a différentes recherches et vous voyez donc les laboratoires, donc les différentes composantes associées sur ces problématiques-là. Et en conclusion, et j'ai encore 30 secondes. Donc, si je reprends donc justement la synthèse en 10 points du document, voilà, donc l'idée c'est que le jumeau numérique c'est une chose, c'est un super outil, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a plein de super outils à travers le monde, sauf que c'est pas applicable partout, où il y a quand même des contraintes aussi associées. C'est pas un push-button où tout ça va bien, on appuie sur un bouton, on a directement l'environnement, on a directement toutes les données, on a tout ce qu'il faut et à la fin on est content, on donne ça en 30 secondes au maire et après le travail est terminé. C'est pas du tout ça. Il faut que la mairie, la collectivité puisse gérer au long terme. Il y a une notion de maintenance, d'accès aux données, d'accès à un jumeau, une maquette 3D. Toutes ces contraintes-là impliquent un suivi, une aide à ces collectivités que peut faire justement notre collectivité, enfin notre communauté. Et ce point-là est important. Donc vous voyez, il y a différentes choses. Après, il y a une notion aussi de cadre normatif. Hier, en fait, il y a eu la première réunion au niveau de l'AFNOR d'une nouvelle normalisation, enfin d'une nouvelle commission de normalisation, dans laquelle certains d'entre nous faisons partie, sur justement la définition du jumeau numérique. Qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Et forcément, urbain en l'occurrence, ou moins du territoire, ça fera partie aussi des sujets qui seront traités au niveau de cette commission-là. Et je vais m'arrêter là, j'avais plein de choses, mais on va s'arrêter. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense qu'on a le temps pour une question. S'il y a une question du public. Merci beaucoup, Manuel Felcheron. Merci beaucoup pour les 3 présentations. Je vois que j'ai travaillé dans le passé sur l'aménagement du territoire et justement les questions d'eau et d'équilibre entre ressources en eau et autres. Et un type de sujet qui motive beaucoup les gens dans les réunions publiques, c'est le PLU. Et en général, on le voit avec un seul prisme, c'est est-ce que mon terrain va devenir constructible ou pas, et donc va valoir 3 € ou 50 € le mètre carré. Et là, on est passé très vite, c'est un des cas d'usage sur les 3 présentations,
Et du coup, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur comment c'est utilisé, ou par les bureaux d'études, ou au niveau du CEREMA ou autre, pour vraiment développer cet usage pédagogique et de visualisation des décisions dans le futur, parce que ça me semble peut-être sous-estimé. Et du coup, le risque que vous avez mentionné de dire attention, il ne faut pas que ça soit que techno-push. J'ai l'impression que ce matin, c'était assez techno-push, quoi. Alors, concernant le plan cadastre, alors dans le cadre de CityFab, clairement, c'était un point important, parce que c'est justement là, la notion où tous les acteurs se retrouvent, c'est une notion importante pour la mairie, bien évidemment pour les citoyens, pour les entreprises qui veulent forcément y apparaître, c'est une notion importante. Il y a dans d'autres projets associés que je n'ai pas pu présenter, ça fait aussi des projets déposés. Il y a des différents projets de jumeaux numériques à destination justement du plan cadastre et de l'interface avec justement les différents acteurs. Donc le PLU fait partie, pour l'aspect aménagement, des besoins appuyés, et je suis d'accord avec vous, des territoires. Donc ça se retrouve, et en plus, fonctionnellement, ce n'est pas le plus difficile à mettre en place, parce que les données sont clairement accessibles et déjà existantes, sauf que souvent en format papier dans les collectivités, il faut faire une migration numérique. Donc ça implique un temps important, mais clairement, oui, ça se fait. Après, c'est le temps, justement, et les moyens humains, principalement, pour y arriver. Mais oui, et ça, je suis tout à fait d'accord, et ça se retrouve à différents niveaux, et principalement dans les petites collectivités qui n'ont pas cette chance d'avoir directement le plan en format numérique. Merci. Association Environnement et Santé du Vivant, je reprends une de votre phrases qui dit « éventuellement les entreprises ». Est-ce que vous pouvez développer ? Alors, éventuellement, oui. Le peut-être éventuellement était peut-être un peu exagéré. Non, les entreprises ont aussi forcément à leur place, comme tous les différents acteurs. Et d'ailleurs, la notion d'entreprise, alors si on revient sur la biodiversité, dans le cadre aussi d'un autre projet, donc j'ai déposé un projet de cartographie des pollutions lumineuses, mais aussi de l'air et sonore, dans le cadre d'un appel PIA 4. Et donc, cette notion-là, en fait, se retrouve... pour informer les citoyens, par exemple, de cette fameuse cartographie dynamique des pollutions et de la propagation, pour essayer de déterminer où sont les origines, forcément en lien avec la mobilité, mais aussi à destination des collectivités, donc des gestionnaires, pour déterminer comment faire améliorer justement au niveau des PLU ou leurs différents outils, on va dire, gouvernementaux ou de la collectivité, pour faire évoluer les situations, mais aussi au niveau des entreprises, pour avoir aussi une vision de leur impact sur l'environnement. Et ça, c'est une notion importante. Et justement, pour faire évoluer un peu le mode de fonctionnement de ces trois acteurs, on va dire, il est bon d'avoir justement ce genre d'outils pour pouvoir avoir une visualisation concrète et avoir aussi un impact sociétal avec, par exemple, pour les différentes pollutions, les utilisateurs donc, ont la possibilité, enfin auraient la possibilité, si le projet est revenu, on le saura très prochainement, de voir par exemple le nombre d'années en bonne santé en moins, de bien-être, d'impact sur la biodiversité, principalement pour la pollution lumineuse. Voilà, tout ce genre de choses pour faire prendre conscience aux citoyens, aux décideurs, mais aussi aux entreprises de l'écosystème et que tout est relié et que forcément, s'il y a quelqu'un qui agit contraire à l'environnement, ça impacte l'ensemble de la communauté, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire prendre en compte avec ce genre d'outils, en fait. C'est un vœu pieux, je sais. Mais... Moi, je suis entrepreneur, alors donc... Non, mais j'ai bien aimé votre... Mais de faire travailler les gens ensemble et tout ça, mais c'est marrant, parce que les entreprises, en France, c'est mal vu, c'est toujours oublié, c'est ce qui parfois me choque. Je comprends bien. Les gens sont gênés par les entreprises. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, les entreprises, c'est la clé de voûte d'une société. Oui, mais c'est pour ça que dans tous les projets dans lesquels je suis, je ne globalise pas tout, mais dans les projets dans lesquels je participe, en fait, il y avait toujours comme ce triptyque important, parce que, comme je signalais, c'est un écosystème, et l'écosystème, ça dépend de ces trois parties-là. Et s'il y en a un qui n'est pas représenté, et qui ne peut pas appliquer les décisions, les réflexions, et même avoir une réflexion globale, forcément, il y aura toujours une problématique, et à 3, ça marche bien, à 2, forcément, ça tombe toujours. Voilà.